Une femme qui n'avait jamais eu un seul examen prénatal a donné naissance à un bébé qui a laissé tout l'hôpital dans un silence stupéfait. Bonjour à tous, prenez un moment pour respirer tandis que vous êtes témoin de ce qui s'est passé un soir de minuit à l'hôpital, merci. Soudain, tout est devenu plus urgent que d'habitude. Les portes de l'ambulance se sont ouvertes en claquant. Une jeune femme a été transportée d'urgence sur un brancard, les mains serrées contre son ventre. La sueur ruisselait sur son front, son regard était vide et lointain, sa peau pâle comme si elle avait été repêchée dans des eaux glacées. J'ai tellement mal au ventre, gémit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le docteur Clara Robinson s'avança sans hésitation, faisant signe aux infirmières de transporter la patiente aux urgences 3. Clara, obstétricienne chevronnée et respectée, avait assisté à de nombreux accouchements au cours de sa carrière, mais cette fois, quelque chose la troubla profondément. Elle ne pouvait l'expliquer, mais une ombre d'effroi envahit son cœur. « Comment t'appelles-tu » demanda Clara en essayant de détecter les battements de cœur du bébé. « Lucy Grant » murmura la jeune fille, sa voix faible, comme portée par une brise mourante. Clara jeta un rapide coup d'œil au dossier provisoire que l'infirmière Teresa venait de lui remettre. Il ne contenait rien, pas de détails d'assurance, pas d'antécédents médicaux, pas de suivi prénatal. « À quel stade de grossesse en es-tu » demanda Clara. « 270 jours, répondit Lucy d'une voix à peine audible. 9 mois exactement. J'ai compté chaque jour. Teresa fronça les sourcils. Tu n'as pas eu de rendez-vous prénatal ? Lucy hocha faiblement la tête. Pas d'échographie, pas de test, aucun médecin ne savait que j'étais enceinte. Le visage de Clara s'assombrit. Elle releva la tête et demanda fermement, alors, comment vous nourrissiez-vous pendant la grossesse ? Lucy fixait Clara droit dans les yeux écarquillés, féroces, mais étrangement calmes. Je n'ai mangé que du Corosol. Seulement du Corosol, répéta Clara, stupéfaite. Oui. Pas de viande, pas de lait, pas de riz. Juste du Corosol. Matin, midi et soir. Portions exactes. Pas un gramme de moins. Teresa se tourna légèrement vers Clara et murmura, tu penses qu'elle est mentalement instable ? Clara ne répondit pas. Elle observait toujours attentivement le visage de Lucy. Il n'y avait aucun signe d'hallucination, aucune confusion, au contraire, la jeune fille était d'une lucidité troublante. C'était presque trop net, trop lucide. Pourquoi un seul type de fruit pendant 9 mois, continua Clara. Lucy plissa les yeux, son regard parcourant la pièce avant de s'arrêter dans un coin, comme si quelqu'un se cachait là. Si je ne mangeais pas exactement ça, dit-elle, mon bébé ne naîtrait pas comme il faut. Et, il ne me laisserait pas vivre. Lui, demanda rapidement Clara. Lucy se tut. Ses lèvres sèches et gercées remuèrent, mais aucun son ne sortit. Ses mains se crispèrent plus fort sur son ventre. Puis, sans prévenir, elle a crié, ça fait un mal de chien, ça me pique l'estomac. Emmenez-la faire une échographie maintenant, ordonna Clara. Teresa se précipita dans le couloir avec le brancard, appelant 2 autres aides-soignants, Michael et Catherine, pour les aider. Tandis qu'ils avançaient, Clara se pencha pour tenter de réconforter la jeune fille. Lucy, écoute-moi. Tu dois coopérer si nous voulons te sauver, toi et le bébé. Il me regarde, murmura Lucy. Ne le laisse pas voir mon bébé. S'il le voit. Michael, un jeune aide-soignant de Chicago, se pencha vers Clara. Tu crois que quelqu'un la poursuit ? Clara hocha lentement la tête. Pas seulement après elle. Pour la contrôler. Je soupçonne quelqu'un d'être derrière tout ça. L'image de Lucy recroquevillée sur la table d'échographie a plongé tout le groupe dans le silence. L'échographie révélait un fœtus parfaitement formé, tête, jambes, bras, colonne vertébrale, tout se développait normalement. Cela n'avait aucun sens. Clara fronça les sourcils. Impossible. Avec ce genre de régime, elle n'aurait pas pu mener une grossesse aussi saine. Peut-être qu'elle ment, demanda doucement Michael. Non. Je ne mens pas, murmura Clara. Forcé. Lucy ouvrit les yeux et regarda Clara. Son regard était fatigué, mais empli d'un désespoir discret. S'il vous plaît, murmura-t-elle, si je perds connaissance, ne lui dites pas que je suis là. Clara serra doucement la main de Lucy. Qui est-ce ? Donne-moi un nom. J'appelle la police. Lucy ne dit rien. Son silence était comme un cri,
comme si prononcer ce nom allait faire surgir quelque chose de l'ombre. Après l'échographie, Clara a demandé une analyse de sang complète. 20 minutes plus tard, Teresa est revenue avec les résultats. Hémoglobine 7,2. Calcium presque nul. Mais, le cœur du bébé est stable. Le fœtus se développe parfaitement. Clara fixait les chiffres. Cela défie tout ce que nous savons. Une mère gravement malnutrie qui donne naissance à un enfant en parfaite santé? C'est contraire à tous les principes médicaux. Michael ajouta doucement, aurait-il pu y avoir une intervention extérieure? Comme, une expérience? Catherine s'avança. Docteur Clara, si vous avez besoin de quelqu'un pour enquêter sur son passé, j'ai une amie à l'état civil. Clara hocha immédiatement la tête. Bien. Son nom complet est Lucy Grant. Environ 26 ans. Trouve où elle vivait, qui elle connaissait. J'ai besoin de tout, avant que l'homme qu'elle appelait, il, ne la retrouve. Teresa jeta un coup d'œil à sa montre. Il est déjà 3 heures du matin. Si elle n'a pas mangé depuis 2 jours, le risque d'hypotension est dangereusement élevé. Clara se tourna vers Lucy, désormais sous perfusion. Les yeux de la jeune fille étaient fermés, mais sa respiration était rapide et laborieuse. Ses mains protégeaient toujours son ventre. Clara s'agenouilla à côté d'elle. Je suis le docteur Robinson. Je ne laisserai personne vous faire du mal, à vous ou à votre enfant. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. S'il vous plaît, dites-moi. Qui est-il? Lucy ouvrit les yeux et murmura, comme le vent qui souffle à travers une fenêtre brisée, Thomas. Thomas Allen. Ce nom figea Clara. Non pas parce qu'elle le connaissait, mais parce qu'il lui semblait vaguement familier ou quelque chose qu'elle avait déjà entendu. Puis elle se souvint. Un symposium sur la nutrition l'année dernière. Thomas Allen. Un chercheur controversé connu pour promouvoir des idées dangereuses. Michael, visiblement mal à l'aise, demanda, Docteur Clara, est-ce le type qui a été suspendu pour avoir promu le concept de régime mono? Clara hocha la tête, les yeux toujours fixés sur Lucy. C'est lui. Personne ne parlait. Seul le goutte-à-goutte régulier du liquide intraveineux emplissait la pièce. Lucy s'était à nouveau endormie, ses bras toujours repliés de manière protectrice sur son ventre. Clara se tourna vers Catherine. Dès demain matin, je veux tous les dossiers universitaires, licences et travaux de recherche relatifs à Thomas Allen. Je ne crois pas qu'il s'agisse simplement d'une naissance. C'est un appel à l'aide. Et peut-être, des preuves d'un crime. Le lendemain matin, le docteur Clara Robinson entra dans la salle de réunion interne du service d'obstétrique-gynécologie. Son visage était tendu. Elle tenait dans ses mains les résultats des analyses sanguines de Lucy et son dossier de développement fœtal. C'est impossible, dit-elle fermement en posant le dossier sur la table avec un bruit sourd. Sa voix était plus aiguë maintenant. Hémoglobine à 7,2. Calcium presque nul. Et pourtant, fœtus parfaitement stable. Rythme cardiaque régulier. Mouvements fœtaux normaux. Ossature parfaitement développée. Aucun signe de retard de croissance intra-utérin. C'est un paradoxe médical. Un médecin plus âgé, le docteur Henry Sutton, s'appuya contre le dossier de sa chaise, les sourcils froncés. Vous me dites que le corps de la mère est complètement épuisé, et pourtant le bébé se développe comme si de rien n'était. Pas comme d'habitude, répondit Clara. Parfaitement. Tellement parfait, que c'en est anormal. Henry feuilleta les papiers en murmurant. Faible taux de fer. Très faible taux de calcium. Magnésium négligeable. Et pourtant, pas de souffrance fœtale. Ça n'arrive pas. Sauf si. À moins d'une intervention extérieure, intervint Clara. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une grossesse naturelle. Juste à ce moment-là, l'infirmière Catherine est entrée avec une autre feuille de résultats de test. Clara, voici les analyses d'urine et de liquide amniotique. Aucune anomalie apparente, mais, il y a une étrange enzyme dans le sang du fœtus. Le laboratoire effectue d'autres analyses. Clara parcourut la page en fronçant les sourcils. Une étrange enzyme? Oui, répondit Catherine. Nom de code temporaire, AG47. Ils ne l'ont jamais vu chez un humain. Un jeune médecin, Daniel Morris, demanda avec hésitation, s'il s'agit d'une nouvelle enzyme, pourrait-elle permettre au fœtus de synthétiser des nutriments à partir d'un aliment spécifique?
Je veux dire, du corosol, par exemple? La pièce tomba dans un silence complet. Clara releva lentement la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Daniel a poursuivi, Lucie a dit qu'elle n'avait mangé du corosol que pendant sa grossesse, n'est-ce pas? J'ai lu une étude très récente qui indiquait que le corosol contenait des niveaux élevés d'enzymes végétales. Mais pas suffisamment pour permettre une grossesse. À moins que le fœtus lui-même ne se transforme, murmura Clara, achevant sa pensée. Henri croisa les bras. Si c'est vrai, ce n'est pas un mystère. Nous sommes en présence du premier cas enregistré de mutation biologique intra-utérine. Clara parla fermement, d'un ton empreint d'urgence, et peut-être avec la conscience d'un mystère bien plus sombre, un indice que Lucie pourrait être victime d'une expérience illégale. De retour dans la chambre, Lucie resta immobile. La sueur qui lui maculait le front commençait enfin à s'estomper. Elle recevait désormais des fluides et des compléments alimentaires de base. Quand Clara entra, Lucie ouvrit lentement les yeux. Sa voix était faible, mais désespérée. « Mon bébé, est-il toujours en vie ?»« Le bébé va bien », acquiesça doucement Clara, d'une voix douce mais ferme, « mais j'ai besoin que tu sois plus clair sur le régime. » « Qui t'a forcé à manger de cette façon ?» Lucie détourna le regard, son regard se portant vers la porte vitrée comme si quelqu'un risquait de faire irruption à tout moment. Un long silence gêné emplit la pièce, chargé d'une peur inexprimée. Puis, dans un murmure à peine audible, Lucie dit : « Si je ne suivais pas le régime à la lettre, il ne me laisserait pas garder le bébé. » « Thomas Allen ?» demanda Clara sans détour. Lucie tressaillit. Ses lèvres se pincèrent. Puis, après un moment de tension insoutenable, elle hocha légèrement la tête. Il croit que le sarsop est le seul aliment capable de purifier le corps et d'éliminer les impuretés humaines. Il appelle mon bébé une graine de vie pure. Je n'étais qu'un réceptacle biologique pour elle. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Clara. « Sais-tu pourquoi il t'a choisi ?» demanda-t-elle. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. « Il m'a promis un nouvel avenir. J'étais en dernière année de nutrition, pauvre, sans argent, sans perspective. Puis il est arrivé, tel un ange, en me proposant un emploi, une bourse. Et puis il m'a enfermé dans une pièce blanche. Sans fenêtre, sans internet, juste moi, des fruits de sarcope et des appareils de surveillance. » Clara tendit la main et prit doucement la main tremblante de Lucie. « Je te crois. Je ne laisserai pas cela rester enfoui. » Lucie hocha la tête, une seule larme coulant lentement sur sa joue. Pendant ce temps, dans le laboratoire principal de l'hôpital, le docteur Daniel, penché sur un microscope, examinait un échantillon de sang. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Pas question, » murmura-t-il dans sa barbe, « l'enzyme est à 47, elle peut synthétiser du fer, du calcium et des protéines à partir de simple fructose. C'est-à-dire, à partir du sucre du sarsop. » Le technicien de laboratoire Jacob Turner se tenait à proximité, abasourdi. « Ce n'est pas de l'évolution, c'est une intervention. » Daniel hocha la tête, la voix tremblante. « Quelqu'un a modifié les gènes fœtaux pour produire une enzyme de conversion hautement performante. C'est comme une usine biochimique miniature. » Jacob le regarda fixement. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Signalez-le au docteur Robinson, dit Daniel en se levant vivement. Elle doit le savoir. Immédiatement. À la réception, Clara examinait les dossiers des patients lorsque l'infirmière Catherine s'est approchée, le visage tendu. « Clara, mauvaise nouvelle. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Clara leva les yeux, alerte. Un homme nommé Thomas Allen a appelé la ligne principale, a raconté Catherine. Il a demandé, Lucie est-elle là? Est-elle arrivée à l'hôpital merci? Sa voix était calme, mais glaçante. La mâchoire de Clara se serra. Enregistrez l'appel. Transmettez-le à la sécurité de l'hôpital. Immédiatement. Catherine hocha la tête et lui tendit un autre papier. J'ai consulté les registres de résidence de Lucie, comme vous me l'avez demandé. Elle vivait dans une maison en périphérie de Springfield. Aucun proche. La maison est enregistrée au nom de Thomas Allen. Et ce n'est pas tout. Quoi? Demanda Clara, la peur montant dans sa poitrine. En 2023, il a enregistré un centre de recherche privé, appelé le Projet Pure Lumière. Description, recherche en biologie nutritionnelle axée sur l'évolution naturelle. Mais voici le point vraiment troublant. Clara se tut.
Son instinct lui disait que la suite ne lui plairait pas. Catherine baissa la voix. Lucie n'était pas la seule à vivre là. Au moins 2 autres femmes ont été portées disparues dans le même quartier. L'une était Carole Vance, étudiante en pharmacologie, et l'autre, Isabelle Miles, diplômée en biologie. Toutes 2 ont disparu après avoir rencontré Thomas. Clara serra fermement le papier, ses yeux s'assombrissant. Il répète ses expériences, encore et encore. De retour dans la chambre du patient, Lucie murmura soudainement quelque chose qui fit geler Teresa, qui vérifiait sa tension artérielle. Il n'a plus besoin de moi, juste du bébé. Teresa se pencha. Lucie, pourquoi dis-tu ça? Lucie détourna le visage, ses yeux creux fixés sur le plafond. Parce que mon rôle est terminé. Il m'appelait le vaisseau de l'enzyme. Rien de plus. Juste à ce moment-là, Clara entra, portant le rapport de Daniel. Elle le posa délicatement sur la table de chevet, puis s'assit à côté de Lucie, le regard empli d'une détermination inébranlable. Lucie, je vais présenter ces conclusions au conseil médical. Mais j'ai besoin que tu confirmes quelque chose. Pendant ta détention, y avait-il quelqu'un d'autre? Lucie hocha la tête, les larmes coulant. Oui, mais ils n'ont pas survécu. L'un d'eux a eu une hémorragie interne. Un autre est mort après un essai d'injection d'enzymes. J'étais la seule à être tombée enceinte. Clara se leva, sa voix était comme de l'acier. Je ne le laisserai pas continuer. Une pluie fine commença à tomber sur la cour de l'hôpital Merci. Les néons se reflétaient sur les gouttes qui ruisselaient sur les vitres, tremblantes comme les battements de cœur de Clara. Dans la salle de garde, elle se tenait près de la fenêtre, tenant un dossier que Catherine venait d'apporter. Son contenu lui envoya une vague de froid dans le dos. Sur la couverture, Thomas Allen, dossier de recherche suspendu. 6 juin, 4 pages de rapports internes de l'Institut national de biologie nutritionnelle, où Thomas avait travaillé avant son licenciement. Michael, le jeune infirmier, est entré en portant 2 tasses de café. Clara, tu devrais faire une pause. Mais Clara ne leva pas les yeux. Ses yeux étaient rivés sur le dossier. Savez-vous pourquoi Thomas a été suspendu? Tu l'as mentionné hier, répondit Michael. Il a proposé un régime composé d'un seul aliment, n'est-ce pas? Clara hocha la tête. Le régime Hachemont. Une théorie ridicule et dangereuse. Il croyait que si le corps absorbait un seul aliment, suprême, les organes se restructureraient, s'adapteraient, et même élimineraient les toxines génétiques héritées. Michael fronça les sourcils. Cela ressemble plus à une secte qu'à de la science. Malheureusement, pendant un temps, il avait beaucoup de fans, dit Clara en jetant le dossier sur la table. Lucie était l'une d'entre eux. Juste à ce moment-là, Catherine entra, tenant une photographie couleur. Tu devrais voir ça. Je l'ai trouvée sur l'ancien serveur interne de l'Institut. Clara a pris la photo. Un homme en blouse blanche se tenait devant un schéma anatomique, entouré d'images agrandies de fruits de sarcope, de seringues et de cartes génétiques. Son visage était reconnaissable entre mille, celui de Thomas Allen. Des yeux froids. Des cheveux noirs soigneusement peignés. Des lèvres serrées, comme si elle n'avait jamais connu le sourire. Catherine murmura. Regardez le coin de la photo. C'est Lucie. Clara frissonna. Elle était là, Lucie, debout à 3 pas derrière Thomas, un carnet à la main, les yeux baissés. Personne ne la reconnaîtrait désormais. La jeune fille aux yeux brillants sur la photo avait disparu. Il ne restait plus qu'un corps fragile et épuisé, abritant une âme ravagée par la peur. Dans la chambre d'hôpital, Lucie respirait lentement. Ses yeux étaient vides, fixés dans le vide. Teresa ajustait la poche de perfusion, essayant de maintenir une atmosphère douce. Lucie, dit-elle doucement, Clara et l'équipe font tout leur possible pour t'aider. Tu n'es pas seule. Lucie ferma les yeux, les larmes trempant l'oreiller. J'ai été seule pendant 9 mois. Je l'ai cru. Teresa s'assit au bord du lit et lui prit la main. Tu n'es pas obligé d'en parler, si tu n'es pas prêt. Lucie ouvrit les yeux. Sa voix tremblait. Il est venu me trouver en mars dernier. Je postulais pour un stage à l'Institut. Il m'a dit que j'avais du potentiel, que je pouvais contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère pour l'humanité. J'ai été tellement bête. Que s'est-il passé ensuite? Il m'a loué un appartement près de son laboratoire. Au début, je participais simplement à l'analyse des données nutritionnelles.
Puis, on m'a proposé d'essayer le régime SARSOP. Pour ressentir la purification. Comme j'ai refusé, il m'a dit que je ne travaillerais plus jamais dans ce domaine. Il avait le pouvoir. On t'a menacé, demanda Teresa, la tension s'insinuant dans sa voix. Lucie hocha la tête. Il contrôlait tout, la porte de l'appartement, les serrures électroniques, le logiciel de surveillance informatique. On m'a confisqué mon téléphone. Il venait tous les matins vérifier ma température, mon rythme cardiaque, ma couleur de peau. Au bout de 3 mois, je n'étais plus moi-même. Teresa resta silencieuse, stupéfaite. Lucie continua. Puis il m'a dit que j'étais prête. Il m'a donné une dose d'enzyme expérimentale et m'a dit de l'ingérer. 3 semaines plus tard, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai paniqué, mais il a souri et m'a dit. Je venais de créer le premier organisme de la nouvelle race humaine au rez-de-chaussée de l'hôpital. Daniel Maurice continua d'analyser l'échantillon d'enzyme EVA47, les yeux rivés sur l'écran lumineux tandis que les chiffres affluaient, tous plus stupéfiants les uns que les autres. Ses doigts se déplaçaient rapidement, tapant des notes avec urgence. Une capacité de biosynthèse extrême, un taux de production cellulaire 2,4 fois supérieur à la normale, une telle accélération biologique était tout simplement impossible sans modification génétique. Jacob Turner s'est approché, tenant un courriel imprimé d'un institut de recherche indépendant. Daniel, la réponse est arrivée. Ils l'ont confirmé, EVA47 est sans précédent. Mais le plus étrange, c'est qu'ils partagent des similitudes de séquences génétiques avec les baleines à bosse. Daniel se tourna vers lui, stupéfait. Quoi? Des baleines? Jacob hocha la tête. Ils peuvent extraire de grandes quantités de nutriments à partir de sources végétales limitées, même sans diversité alimentaire. Il suppose que Thomas a utilisé ce code génétique pour concevoir l'enzyme synthétique. Daniel se laissa retomber sur sa chaise en murmurant « Il joue à Dieu ». À cet instant précis, dans le hall principal de l'hôpital Mercy, un homme grand et mince, vêtu d'un manteau noir, entra. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, son regard perçant et scrutait l'espace réception. Ses lèvres se retroussèrent légèrement en un sourire froid et maîtrisé lorsqu'il aperçut l'annuaire de la maternité. Il marchait lentement, posément, comme quelqu'un qui examine un produit déjà payé. À l'accueil, l'infirmière Malin Ross m'a adressé un sourire poli. « Puis-je vous aider ?» L'homme répondit d'un ton calme, « Je suis ici pour voir ma femme. Elle s'appelle Lucy Grant. » Le sourire de Malin s'estompa légèrement lorsqu'elle consulta la liste des patients. « Et vous ?» Thomas, dit-il d'une voix douce mais indéniablement aiguë, Thomas Allen. Malin hocha la tête mais ajouta prudemment, « Oui, mais nous aurons besoin de la confirmation du patient avant d'autoriser toute visite. » Thomas sourit à nouveau, mais cette fois, son regard resta froid. « Je comprends. Dis-moi juste à quel étage elle est. » Sans hésiter, Malin recula légèrement et actionna l'alarme silencieuse sous le comptoir, conformément au protocole en cas de demande de visite inhabituelle ou suspecte. L'alerte fut immédiatement transmise à la sécurité de l'hôpital. En quelques secondes, 2 officiers, Robert et Steven, se sont approchés de Thomas. « Excusez-moi, monsieur, » dit Robert d'un ton ferme. « Vous devrez attendre dans le salon. L'hôpital se réserve le droit de refuser l'accès aux patients sans leur consentement. » Thomas les regarda avec dédain, mais n'opposa aucune résistance. Il se retourna et s'assit dans un fauteuil en cuir, joignant les mains et regardant calmement vers l'étage supérieur, où se trouvait Lucie. Son visage ne trahissait ni inquiétude ni agitation, seulement la certitude tranquille d'un homme convaincu d'entrer, d'une manière ou d'une autre. Au 4e étage, Clara reçoit un SMS urgent de Malin. Thomas Allen est dans le hall principal. Clara saisit son téléphone, le cœur battant, et se précipita vers la chambre de Lucie. Dès son arrivée, elle donna des ordres en rafale. Verrouillez cette porte. Personne n'entre. Teresa, prévenez la sécurité pour renforcer le périmètre. Catherine, venez avec moi, il faut appeler la police. Tout de suite. Lucie, en entendant le nom de Thomas, recula instantanément, son visage devenant pâle comme un malade. Il est là. Clara se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. On ne le laissera pas s'approcher de toi, promis. Catherine jeta un coup d'œil nerveux par la fenêtre, le cœur battant. On a assez de temps? La voix de Clara était froide et résolue. Si nous ne le faisons pas, nous le paierons de la vie de cette mère et de son enfant.
Le bruit de la pluie battante dehors ne parvenait pas à masquer le cœur battant de Clara lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital de Lucie. Le visage de la jeune femme était d'une blancheur fantomatique, ses lèvres vidées de leur couleur. Sa main tremblante reposait sur son ventre, comme pour protéger quelque chose de trop précieux pour être perdu. Lucie ouvrit les yeux, haletante. Il est là, n'est-ce pas, murmura-t-elle, les yeux exorbités par la panique. Clara s'assit à côté d'elle, lui serrant la main. Lucie, écoute-moi. La police arrive. Il ne peut pas te toucher. La voix de Lucie s'est soudain durcie, les yeux écarquillés de terreur. Tu ne comprends pas. S'il voit mon bébé, il reprendra tout. Reprendre quoi? Demanda Clara, alarmée. Mais Lucie se redressa brusquement, serrant les épaules de Clara et criant « Mon bébé est tout ce qui me reste. Je l'ai porté à travers l'enfer. S'il le touche, il le transformera en monstre. » À ce moment précis, le moniteur d'urgence a émis un bip sonore. Le rythme cardiaque de Lucie a grimpé en flèche et sa tension artérielle a chuté. Teresa a couru. Clara. Légère convulsion, pouls faible, il faut commencer un test de glucose immédiatement. Appelle le bloc pour une césarienne d'urgence. Des signes de détresse fétale pourraient apparaître, a déclaré Clara. 7 minutes pour se préparer, répondit Teresa, se précipitant déjà dehors. Lucie commença à haleter, de légers tremblements la parcourant. Ses paupières battaient rapidement, ses lèvres marmonnant des mots fragmentés et incohérents. Ne le laisse pas voir le visage de mon bébé. S'il le fait, il m'effacera de ce monde. Catherine a fait irruption en portant une blouse chirurgicale et un presse-papier contenant des formulaires de consentement d'urgence. Lucie doit signer pour la césarienne, ou un tuteur légal doit signer en son nom. Clara n'a pas hésité. Elle a signé la clause de soins d'urgence pour les patients en incapacité de travail. Elle se tourna vers Catherine. Administrez de l'ocytocine, mais réduisez la dose de moitié. On ne peut pas risquer une pression utérine rapide. Soudain, Lucie attrapa le col de Clara, les yeux brûlants de désespoir. Si je n'y arrive pas, ne laissez personne avoir mon bébé. S'il l'obtient, tout s'arrête. Tu iras bien, Lucie, je te le promets, dit Clara, essayant de paraître calme même si elle tremblait intérieurement. Teresa revint, apportant le brancard. Le bloc est prêt. On a 5 minutes. Lucie fut délicatement soulevée sur le brancard. Tandis qu'on la sortait, elle murmura quelque chose. Teresa se pencha. Qu'est-ce que c'était? Lucie s'efforça de parler. À l'intérieur, de mon soutien-gorge, côté gauche. Teresa se pencha pour vérifier et découvrit un petit morceau de papier trempé de sueur, glissé dans la doublure du soutien-gorge de Lucie. Il était encore lisible. Je suis retenu. Le bébé est une expérience. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis là. Teresa haleta, serrant le mot dans sa main. Oh mon Dieu! Clara jeta un coup d'œil au message, le visage vide de toute couleur. Donnez ça à la police. Immédiatement. Quant à moi, je vais au bloc. La salle d'opération était baignée d'une lumière blanche stérile. Le bourdonnement des machines se mêlait au bruit étouffé des pas sur le sol en acier inoxydable. Lucie était allongée sur la table d'opération, respirant à travers un masque à oxygène. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond d'un air absent, son esprit s'éloignant de plus en plus de la réalité. On a administré l'anesthésie, Lucie. Tu ne devrais plus rien sentir, dit doucement Clara, déjà gantée et prête pour l'intervention. Lucie ne répondit pas. Elle répétait sans cesse les mêmes mots, comme une prière ou une malédiction. Ne le laisse pas voir mon bébé. Ne le laisse pas voir mon bébé. L'anesthésiste Marie Dawson secoua la tête. Elle souffre d'un traumatisme grave. Réaction psychologique profonde. Avec raison, murmura Clara. Le scalpel transperça la peau de Lucie sous la lumière froide et stérile. Clara travaillait rapidement, résolument, sans laisser l'émotion troubler ses mains. Teresa lui passa la pince. Catherine réussit l'aspiration. Daniel, médecin interne, se tenait silencieux dans un coin, observant. Sac amniotique ouvert, annonça Clara. Sous la membrane translucide, une minuscule silhouette rose était recroquevillée, un petit garçon. La respiration de Clara s'accéléra tandis qu'elle retirait délicatement le nouveau-né du ventre de sa mère. Dès sa naissance,
le nourrisson poussa un cri puissant et perçant qui résonna dans la pièce. Ce n'était pas un simple son, c'était une déclaration, féroce et pleine de vie. 3,3 kilos, nota Teresa, la voix légèrement tremblante. Respiration régulière, peau rose, aucune anomalie, sauf... Clara se tourna vers elle. Sauf quoi? Les yeux. Clara se pencha pour examiner le bébé. Les yeux du bébé étaient grands ouverts, d'un noir profond, mais pas du regard vague et confus des nouveau-nés. Non, ses yeux étaient conscients. Il me regarde, murmura Marie. Ce n'est pas un réflexe naturel. Daniel frissonna. C'est un regard d'adulte, mais aussi creux. Clara souleva légèrement le bébé, coupa le cordon ombilical et essuya doucement le sang et le liquide amniotique. Donnez-lui un nom provisoire, a-t-elle indiqué. Bébé X. Pas encore d'acte de naissance. Lucie remua, mais n'ouvrit pas les yeux. La sueur perlait sur son front et elle murmura faiblement, « Mon bébé, est-il vivant ?» Clara se pencha et lui murmura à l'oreille, « Il va bien. » Très fort. En sécurité. Je le serre dans mes bras. Des larmes coulèrent des yeux de Lucie. Elle attrapa la robe de Clara et murmura d'une voix rauque, « Garde-le, que personne ne voie son visage. » Clara posa une main sur son front. « Je te le promets. Je suis la seule à l'avoir tenu. Personne d'autre. » Après l'opération, Clara a organisé le transfert de Lucie vers une salle de réveil privée sous surveillance constante. Le nouveau-né a été placé dans une zone de soins restreint, accessible uniquement aux personnes disposant d'une habilitation de sécurité de haut niveau. Plus tard, Daniel a remis à Clara les derniers résultats des analyses de sang. « Tu dois voir ça. » Clara feuilleta les pages, les yeux écarquillés. « C'est le profil enzymatique du bébé ? » Oui. 3 des enzymes, elles n'ont jamais été documentées auparavant. L'une d'elles possède une structure autoréplicative. Qu'est-ce que vous avez dit? L'enzyme déclenche une réaction chimique qui synthétise du calcium, des protéines et du fer à partir de composés simples présents dans le fruit du sarsop. Autrement dit, il n'a pas besoin de mère pour se nourrir, il se nourrit tout seul. Clara siffla entre ses dents. Ce n'est pas de la biologie naturelle. C'est de la biologie artificielle. Daniel hocha la tête d'un air sombre. Ce qui signifie que Thomas Allen a réussi. Mais son succès, dit Clara en regardant à travers la vitre le visage endormi de Lucie, s'est construit sur la souffrance d'un autre être humain. Ses yeux s'adoucirent un instant. Non. Il a échoué, parce que cet enfant n'est pas né de la manipulation, mais de l'amour et de la volonté de survivre. Daniel resta silencieux un instant avant de demander, « Alors, quelle est la prochaine étape ?» Le regard de Clara était fixe. « Je vais tout signaler au conseil scientifique et déposer une demande urgente auprès des autorités. Si je le dois, je le rendrai public. »« Tu es sûr ?» demanda Daniel. Clara hocha fermement la tête. « On ne peut pas laisser quelqu'un comme lui recommencer. Une femme a déjà payé le prix fort. Justice doit être faite. » Le lendemain matin, tout le 3e étage de l'hôpital Mercy a été placé sous accès restreint, et un petit panneau est apparu sur la porte de l'unité de soins intensifs néonatales, zone de haute surveillance restreinte. Dans la chambre 307, le nouveau-né de la veille reposait dans une couveuse ultramoderne. Ses yeux étaient grands ouverts, d'un noir de jais, et, étrangement, il ne pleurait ni ne se tortillait. Il fixait simplement le plafond, comme perdu dans sa contemplation. Daniel se tenait près du moniteur biométrique, les yeux fixes. « Clara, il faut que tu vois ça. » Clara entra, les yeux assombris par une nuit blanche, mais sa voix restait sèche. « Quoi de neuf ?» Daniel lui tendit le rapport. 3 échantillons d'enzymes du sang du cordon ombilical et du sang du bébé sont concordants. La structure enzymatique ne correspond à rien dans les dossiers médicaux existants. Clara parcourut les données et murmura, « Synthèse de microminéraux à partir du glucose, réaction stable avec le fructose. Il s'agit d'une variante biologiquement programmée. » Ce n'est pas tout, a poursuivi Daniel. Il réagit comme un système vivant. Il s'adapte pour équilibrer sa nutrition en fonction de son environnement. Tu veux dire qu'il n'a pas besoin d'une alimentation variée. Tant qu'il contient des sucres de fruits, il produira tout ce dont il a besoin. Clara posa le dossier sur la table. Cet enfant n'est pas un miracle, c'est le premier prototype vivant. Daniel hocha la tête. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quoi? Le corps de la mère, Lucie,
était gravement affaiblie. Une personne normale serait morte après une grossesse comme celle-là, mais elle a survécu. Elle se rétablit même plutôt bien. Clara fronça les sourcils. Tu penses que l'enzyme n'est pas seulement transmise de la mère à l'enfant, mais aussi dans le sens inverse? Daniel hocha lentement la tête. C'est possible. Comme un système partagé, une forme de symbiose. Clara resta silencieuse un long moment, puis se tourna vers le bébé. Ses yeux sombres suivaient chacun de ses mouvements. Tu vois comme il regarde? Oui. Il me regarde comme quelqu'un qui comprend ce que signifie être en vie, dit Daniel. Pas comme un nouveau-né. La porte s'ouvrit. Catherine entra, tenant un nouveau rapport du laboratoire central. Sa voix était pressante. Clara, il faut que tu vois ça. Ils viennent de terminer la 4e analyse sanguine et ont découvert une séquence d'ADN très étrange. Clara prit la feuille. Quelle séquence? Il ressemble beaucoup à un segment de gène codant pour des protéines trouvées dans des nococcus radiodurants. Daniel était stupéfait. La bactérie résistante aux radiations? Celle qui répare rapidement l'ADN? C'est bien ça, confirma Catherine. Si le bébé a ce patrimoine génétique, il pourrait être capable de régénérer les tissus endommagés. Comme la régénération cellulaire. Clara s'effondra sur une chaise. Il a créé un être biologiquement immortel. Daniel murmura, et pas seulement ça. Il prouve que le corps humain peut être programmé comme une machine. Catherine serrait fermement le rapport. Il faut que nous rendions cela public. Clara leva les yeux. Pas encore. C'est trop tôt. Si nous publions cela maintenant, Lucie et le bébé deviendront propriété nationale, entraînés dans un labyrinthe de projets militaires, médicaux et biotechnologiques. Je ne fais confiance à personne pour les protéger complètement. Catherine se tut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Gardez le secret, mais préparez-vous au pire. Daniel demanda doucement, et Thomas Allen? Clara répondit, il est toujours là. Et il n'a pas abandonné. Au même instant, dans la salle de soins 212, Lucie commençait à se réveiller lentement. Teresa s'essuyait doucement le front avec un linge chaud. Bonjour, murmura Teresa. Tu as réussi à passer. Lucie ouvrit les yeux. Ses lèvres étaient sèches et gercées, mais elle parvint à esquisser un léger sourire. Mon bébé, en bonne santé? En sécurité? Il est soigné dans l'unité spéciale. Lucie fondit en larmes. Teresa lui prit la main et la tapota doucement. Je n'aurais jamais cru vivre ce moment, a déclaré Lucie. Je pensais qu'il reviendrait sur ses pas. Clara fait tout son possible pour assurer votre sécurité et celle du bébé. Nous sommes tous là pour vous. Lucie se mordit la lèvre. Tu sais, quand j'étais enceinte de 6 mois, il m'a fait boire un liquide orange trouble. Il a dit, c'est l'étape finale pour activer l'absorption sélective. Après ça, je n'ai plus jamais eu faim. Juste une et délicieuse une journée suffisait. Teresa se figea. On dirait une modification biologique. Lucie hocha la tête, la voix tremblante. Je voulais en finir, mais chaque fois que je pensais au bébé, je m'accrochais. Je ne voulais pas qu'il devienne une expérience. Je voulais qu'il ait un nom, une vie, quelqu'un pour le tenir dans mes bras chaque nuit. La porte s'ouvrit. Clara entra avec un doux sourire. Et maintenant, il le fait. Lucie leva les yeux rouges. Je veux lui donner un nom. As-tu pensé à un nom? Demanda Clara. David, répondit Lucie sans hésiter. David, celui qui change les choses. Clara sourit. C'est un beau prénom. Et il lui va bien. Lucie hésita, puis demanda doucement, et toi, lui, est-ce qu'il sait que j'ai accouché? Clara ne s'en cachait pas, il s'est présenté dans le hall de l'hôpital hier, mais nous l'avons arrêté. Il est sous surveillance. La police ne l'a pas arrêté, faute de preuves, mais je pense que nous trouverons une solution. Lucie serra les poings. Il ne s'arrêtera pas. Il a dit un jour, sans David, l'avenir de l'humanité restera contaminé. Il croit que le bébé est la clé de la restructuration de l'espèce. Clara devint sérieuse. C'est exactement pour ça qu'il faut le cacher. Cet après-midi-là, une réunion d'urgence spéciale s'est tenue à l'Institut local de recherche biologique. Clara a présenté ses conclusions aux plus grands experts, sans révéler l'identité du patient ni de l'enfant, mais en utilisant uniquement des références codées.
Nous sommes face à un cas biologique sans précédent. Un enfant possède une enzyme unique capable de synthétiser des nutriments essentiels à partir d'une seule source alimentaire, a déclaré Clara. Si cette information est mal utilisée, les conséquences pourraient être catastrophiques. Un professeur âgé du conseil a demandé, vous dites que c'est sans précédent, mais est-ce que cela a été vérifié? Il pourrait s'agir simplement d'une erreur de laboratoire. Daniel brandit une pile de documents. 3 laboratoires indépendants ont effectué les tests. Même résultat. La séquence enzymatique correspondait à l'atome près. Une autre personne a demandé, alors, qu'est-ce que tu comptes faire avec bébé X? Clara répondit fermement, gardez cela confidentiel, sauf si la justice intervient. Mais je ne le laisserai pas devenir un sujet de recherche. La pièce devint silencieuse. Daniel a ajouté, nous avons chiffré l'intégralité du fichier dans une chaîne sécurisée. En cas d'accès illégal, le système s'auto-supprimera. Une femme d'âge mûr, le docteur Emma, parla doucement. Vous êtes courageuse, Clara. Mais êtes-vous sûre de ne pas être surveillée? Clara jeta un coup d'œil au miroir et répondit lentement, je n'en suis pas sûre. Mais je le jure, je protégerai cette mère et son enfant à tout prix. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Moins de 2 jours après la naissance de David, un petit journal en ligne, chercheur américain publiait le premier article, La vie après le SARSP, allégation de biologie extrême à l'hôpital Merci. Bien que l'article ne mentionne pas le nom de Lucie ni celui du bébé, les détails spécifiques, un bébé pesant 3,3 kg à la naissance, une mère ne consommant que des fruits pendant sa grossesse ont immédiatement attiré l'attention. La communauté médicale a été ébranlée. Dans un café près du service de recherche de l'hôpital, Daniel lisait les nouvelles sur sa tablette. Son visage se crispa en découvrant le titre suivant sur un grand média, Évolution forcée, jouons-nous à Dieu? Clara entra, posa une tasse de café sur la table et s'assit en face de lui. Je suppose que tu l'as lu aussi? Daniel hocha la tête en parcourant l'écran. Celle-ci cite une théorie d'une biologiste indépendante. Elle affirme que l'enfant est le fruit d'expériences de coercition génétique. Clara soupira. On n'a rien publié officiellement. Qui a divulgué ça? Ce n'est pas notre équipe, j'ai vérifié, répondit Daniel. Je soupçonne qu'il s'agit d'un membre du comité de recherche, ou de Thomas lui-même. Clara plissa les yeux. Il aurait pu installer des scripts de transmission automatique sur les appareils de Lucie. On vient juste de récupérer son disque dur. Daniel tapota la table. Et le public commence à exiger des réponses. Ils veulent savoir où est le bébé, qui est la mère et ce qui s'est réellement passé à l'hôpital. Clara regarda autour d'elle, puis baissa la voix. Et s'il découvre que David est une expérience vivante, quelqu'un essaiera de le capturer. N'oubliez pas, Big Pharma paierait des dizaines de millions pour un seul gène breveté. Daniel fronça les sourcils. La police n'a toujours pas arrêté Thomas. Et le conseil médical hésite. Il n'y a pas assez de preuves tangibles pour l'inculper. Clara serra plus fort la tasse. Il faut qu'on aille plus vite. Pendant ce temps, au 3e étage de l'unité de soins spécialisés, Teresa était assise avec Lucie. Elle hésita, puis posa un journal sur la table. Ils ont écrit sur toi. Sur le bébé. Lucie tourna la page et ses yeux se posèrent sur le gros titre « Organisme évolué ». Elle soupira, la voix froide. Je savais que cela arriverait. Thomas disait, tôt ou tard, l'humanité s'agenouillera devant l'évolution. Il a toujours rêvé d'être reconnu comme celui qui a ouvert une nouvelle ère. Teresa s'assit au bord du lit. Regrettes-tu d'avoir accepté de participer à cette recherche? Lucie resta silencieuse un long moment. Puis elle dit doucement, je regrette de lui avoir fait confiance. Mais je ne regrette pas d'avoir gardé David. Juste une fois dans ma vie, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Teresa lui prit doucement la main. Tu l'as déjà fait, Lucie. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Un coup frappé à la porte les interrompit. Catherine entra, un dossier à la main. Il y a quelque chose que Clara m'a demandé de vous dire. Lucie s'assit. Que se passe-t-il? Cet après-midi, un groupe de journalistes se tiendra devant le portail de l'hôpital, a déclaré Catherine. Ils veulent rencontrer la mère inconnue et le bébé. L'hôpital va temporairement verrouiller le 3e étage. Nous devons transférer David à l'unité de soins intensifs néonatal cachée. Lucie hocha la tête, les yeux emplis d'inquiétude.
S'ils obtiennent une photo de mon bébé, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous ne laisserons pas cela arriver, lui assura Catherine. Clara s'occupe des médias. Parallèlement, un débat houleux se déroulait au sein du conseil scientifique provisoire de la province. Le docteur Emma Martin, une partisane de Clara, se tenait devant un panneau de présentation, montrant le schéma structurel de l'enzyme A47. Mesdames et messieurs, ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un miracle. C'est la preuve d'une intervention biologique qui dépasse les limites éthiques. Cette enzyme n'aurait pas pu se former naturellement dans l'utérus humain. C'est le résultat d'une conception artificielle. Un homme chauve, le professeur Ronald Sawyer, a immédiatement rétorqué « Vous n'avez aucun droit d'affirmer cela sans un décryptage génétique complet. Il pourrait s'agir d'une mutation évolutive spontanée. En biologie, tout est possible. » Emma répondit sèchement « Et en éthique, tout ce qui peut être fait ne l'est pas de vrai, que cela soit fait. » La pièce devint silencieuse. Une autre personne leva la main. « Alors, vous dites que l'enfant ne devrait pas exister ?» Emma fronça les sourcils. « Je ne dis pas ça. Je dis que l'enfant est une victime. Et nous ne pouvons pas le laisser se laisser entraîner dans une machine de recherche sans âme. » Près de la fenêtre, le docteur Andrew Reed a murmuré à un collègue « Nous avons besoin d'un échantillon de sang de l'enfant pour une analyse indépendante. » Le collègue hocha la tête. « J'ai déjà fait la demande à l'hôpital. » Mais le docteur Robinson a refusé. Andrew sourit. « Il y a toujours un moyen. » Ce soir-là, Clara a convoqué une réunion interne privée dans le bureau du directeur médical de l'hôpital. Personne en dehors de l'équipe principale n'était autorisé à entrer. « On nous surveille », commença-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Quelqu'un au conseil veut un échantillon de sang de David. Et ils n'hésiteront pas à outrepasser les droits de la mère au nom de la science. » Daniel a demandé, « Y a-t-il déjà eu une assignation à comparaître ou une ordonnance du tribunal ?»« Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps, » répondit Clara, la voix tendue. « Nous avons besoin d'un plan de secours, » dit rapidement Teresa. « Je connais un monastère médical à Burlington, ils ont une unité néonatale distincte, complètement confidentielle. Si nécessaire, je peux y emmener Lucie et le bébé. » Clara hocha lentement la tête, « Garde ça en réserve, mais seulement si les choses deviennent incontrôlables. » Catherine posa un disque dur sur la table, ses doigts tremblant légèrement. « J'ai sauvegardé toutes les données concernant Lucie et le bébé sur ce disque, avec un double cryptage. Si je suis arrêté ou soumis à des pressions, les données seront toujours en sécurité. » Clara regarda chaque personne dans la pièce, ses yeux féroces. « Je sais que nous ne sommes pas des policiers, ni des héros, mais si nous ne faisons pas ce qui est juste, personne ne le fera. » Ailleurs, dans une chambre d'hôtel sombre à la périphérie de la ville, Thomas Allen était assis seul dans le noir. Sur la table devant lui se trouvait un ordinateur portable, son écran affichant des lignes de code cryptées. Il parcourut les derniers articles, ses yeux se plissant alors qu'un modèle illustré de l'enzyme A47 apparaissait à l'écran. « Trop tôt », murmura-t-il pour lui-même, son ton empreint de dédain. « Ces idiots ne comprennent rien. » Il a cliqué sur une vidéo. À l'écran, Lucie est allongée dans une chambre de surveillance, très enceinte, les yeux fermés, son ventre se soulevant et s'abaissant sous le réseau vigilant d'équipements médicaux. Il a zoomé sur son abdomen, l'observant avec une intensité clinique, tandis que sa propre voix résonnait dans l'enregistrement. Un jour, l'enfant considérera l'humanité comme une espèce inférieure, et Jean serait l'ancêtre. Il ferma l'ordinateur portable, se leva brusquement, enfila son manteau. « Ça suffit, » dit-il à voix haute aux ombres autour de lui. « Il est temps de récupérer ce qui m'appartient. » Le lendemain matin, une douce lumière du soleil traversait la fenêtre de l'hôpital dans la chambre de Lucie, projetant une teinte dorée sur la couverture blanche immaculée. Mais à l'intérieur de Clara, il n'y avait aucune chaleur. Elle venait de recevoir un rapport de la police. Thomas Allen n'avait pas quitté la ville, il séjournait dans un hôtel 3 étoiles à la périphérie et pourrait tenter de se rendre à nouveau à l'hôpital. Clara entra dans la chambre de Lucie et frappa doucement à la porte. « Lucie, comment te sens-tu » Lucie fit un léger signe de tête. Son visage restait pâle, mais la peur dans ses yeux s'était adoucie. Elle tenait une photographie imprimée, une image fixe provenant d'une caméra de surveillance interne, montrant David dans l'incubateur, les yeux grands ouverts et alertes. « Il est beau comme un ange », dit Clara, assise à côté d'elle. « Et plus fort que n'importe quel enfant que j'ai jamais rencontré. » Lucie sourit faiblement et pressa la photo contre sa poitrine.
Parce que mon enfant n'est pas simplement né de sang et de chair, murmura-t-elle. Il est né de la peur et de la volonté de lui résister. Clara la regarda, puis parla lentement, délibérément. J'ai besoin de la vérité, Lucie. Chaque détail. Nous combattons quelqu'un dont l'influence échappe à la loi. Si tu ne nous dis pas tout, nous n'aurons aucun moyen de le faire payer. Lucie serra les poings. L'air provenant de la bouche d'aération agitait le rideau comme un murmure annonçant que le temps s'écoulait. Elle prit une profonde inspiration et commença, sa voix ferme, chaque mot tranchant, sculpté comme la pierre. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Thomas lors d'un séminaire à Orlando. J'étais en dernière année de sciences de la nutrition, il était le conférencier principal. Mais ce n'était pas la science qui m'attirait. C'était sa façon de parler, comme si l'humanité était un système toxique qu'il fallait reconstruire par la purification biologique. Il m'a contacté après la table ronde, m'a dit que j'avais du potentiel et m'a proposé de devenir assistant de recherche sur un projet révolutionnaire. À l'époque, je vivais dans une résidence universitaire de 9 mètres carrés, croulant sous les dettes étudiantes, sans famille. J'ai dit oui. Au début, tout semblait normal, il m'a appris à prendre des notes, m'a donné des articles scientifiques à lire. Mais au bout d'1 mois, j'ai dû déménager dans un centre de recherche privé. Une maison de 3 étages en périphérie de Springfield. Aucun panneau. Pas de voisins. Pas d'internet. Juste Thomas et moi. Tu étais isolé, demanda doucement Clara. Lucie hocha la tête. Complètement. Il a coupé toute communication avec le monde extérieur. Chaque colis a été inspecté. Il m'a dit, tu dois purifier non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. J'ai commencé le régime qu'il avait conçu, 3 repas par jour, uniquement des aliments acides. Au bout d'1 semaine, je me suis évanoui. Il m'a dit que c'était une détoxification de mon corps. Au bout d'1 mois, mes règles ont disparu. J'avais les mains et les pieds glacés, mais je n'osais pas partir. Il avait tous mes dossiers, mon diplôme, mon passeport, et même des photos de ma mère avant sa mort. Clara lui toucha doucement l'épaule. Continue, Lucie. Il m'a ensuite administré une dose de liquide orange. Il l'appelait une enzyme d'activation cellulaire. Après l'avoir bu, j'avais l'impression que mon corps était en feu. J'avais la vue trouble. Il m'a surveillé pendant 48 heures d'affilée, me faisant des prises de sang, surveillant mon rythme cardiaque et mesurant mon taux de lactate. 3 semaines plus tard, j'ai commencé à montrer des signes de grossesse. J'ai paniqué. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. Il a ri. Il m'a dit, c'est le premier enfant d'une nouvelle ère. Il m'a interdit de toucher qui que ce soit. Je n'avais le droit de me regarder dans le miroir que 3 minutes par semaine. Il me surveillait grâce à des caméras. La nuit, j'entendais des pas devant ma porte. Lucie frissonna, sa voix tremblante. On m'observait à chaque respiration, à chaque passage aux toilettes. Il disait, le bébé absorbera toutes les émotions de la mère. Si tu as peur, il deviendra plus fort. Les mains de Clara se resserrèrent en poing. As-tu déjà essayé de t'échapper? Un jour, alors que j'étais enceinte de 6 mois, je suis descendu du balcon du 2e étage. Je suis tombé et je me suis fracturé la cheville. Il m'a ramené en silence. Après cela, j'ai été enfermé dans une pièce avec accès uniquement par empreinte digitale. Chaque jour, il m'injectait un liquide clair dans l'abdomen, sous prétexte que c'était pour stabiliser les cellules fœtales. J'ai commencé à entendre des voix, pas distinctes, mais comme des murmures. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu seras plus forte que ta mère. Elle leva les yeux fixés sur une fissure invisible dans le plafond. Au 8e mois, j'ai compris qu'il s'apprêtait à me déplacer. Il a commencé à emballer le matériel, à couper l'eau et l'électricité. J'ai trouvé une lettre non envoyée dans le tiroir de son bureau, la prochaine phase de l'expérience aura lieu à Boston. J'ai alors compris qu'il voulait pratiquer une césarienne, non pas pour laisser le bébé vivre, mais pour prélever les cellules souches. Clara resta figée. Il avait l'intention de vous faire sortir du pays? Lucie hocha la tête. J'ai fait semblant d'être inconscient pendant 3 jours. Il pensait que j'étais affaibli par la malnutrition. J'ai caché un couteau de cuisine dans mes vêtements et je m'en suis servi pour couper les liens. Au milieu de la nuit, je me suis échappé par la porte de derrière. J'ai marché 12 kilomètres jusqu'à une station-service et j'ai supplié qu'on appelle une ambulance. Et tu es venu à mon hôpital,
murmura Clara, les yeux embués. Lucie laissa échapper un léger rire. Oui. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Il avait investi près d'1 an en moi. Il me traquera jusqu'au bout. Un coup l'interrompit. Teresa entra, le visage tendu. Clara, il est de retour. Cette fois, il a une ordonnance du tribunal, du conseil médical. Et un avocat. Clara se leva. Que veut-il? Teresa lui a remis le document. Il demande une évaluation médicale en tant que co-responsable de recherche sur un projet que Lucie a volontairement signé. Il porte sa signature. Lucie s'effondra sur son oreiller, haletant. Il m'a forcé à signer ça au 4e mois. Il a dit que c'était une demande de subvention. Oh mon Dieu, Clara a déchiré le papier en deux. Aucun contrat ne peut prévaloir sur la vérité. Je ne le laisserai pas prendre le bébé. Teresa a dit avec urgence. Mais si le conseil médical intervient, nous ne pourrons pas les bloquer indéfiniment. À moins d'avoir des preuves évidentes de manquement à l'éthique. Clara s'arrêta, la mâchoire serrée. Alors nous avons besoin de ces preuves. Maintenant. Cet après-midi-là, alors que le calme semblait à portée de main, Catherine trouva un petit sac à dos gris fourré sous le lit d'urgence de Lucie. Il était là depuis la nuit où elle a été admise. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un disque dur noir étiqueté « PLP Final Phase ». Clara l'a pris et l'a branché sur son ordinateur portable privé dans le bureau du directeur. L'écran s'est allumé, des dossiers sont apparus. Caméra Lucia semaine 23. Injection d'enzymes. Audio-Thomas. Enregistrement de fil. Clara regarda Daniel, son regard tranchant comme une lame. Nous l'avons. Le disque dur a été ouvert la même nuit. L'aile médicale du 5e étage de l'hôpital Mercy est devenue une salle de guerre improvisée. Daniel, Catherine et Teresa étaient assis autour de l'ordinateur portable. Chaque clip vidéo, chaque fichier audio joué, chaque élément de preuve transperçait la façade morale de Thomas Allen comme une aiguille dans la peau. Écoutez cette partie, dit Daniel en faisant défiler jusqu'à un fichier audio intitulé Menace audio 0422. La voix de Thomas remplit la pièce. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu es le réceptacle. L'enfant est le produit. Je l'ai créé, et il m'appartient. Lucie était assise au bord de sa chaise, le visage pâle. J'étais enceinte de 32 semaines. Il m'a dit que si j'essayais d'avorter, il me laisserait mourir de sang. Teresa serra les poings. Oh mon Dieu. Ensuite est venue une vidéo. Des images de surveillance ont montré Lucie attachée à une chaise, le visage enfoncé, le ventre visiblement gonflé, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. Thomas se tenait derrière elle, tenant une seringue. Enzyme AG47. Dose finale. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une mère. Tu es la preuve de l'évolution. Clara se tourna vers Daniel. Tu as tout sauvegardé? Oui. 3 copies. 2 chiffrées et stockées dans le cloud. Une sécurisée sur le disque dur du laboratoire. Nous vous le rapportons ce soir, dit Clara, sa voix comme du fer. Je veux qu'il soit menotté avant le lever du soleil. À 2 heures du matin, les détectives sont arrivés à l'hôpital. L'officier principal, le lieutenant Luc, un vétéran chevronné connu pour s'attaquer à des crimes médicaux complexes, a examiné les dossiers et a hoché la tête. Cela justifie un mandat d'arrêt d'urgence. Les chefs d'accusation incluent détention illégale, violation des droits humains et expérimentation médicale contraire à l'éthique. Nous agirons avant l'aube. Clara hocha la tête. Merci, lieutenant. Mais une chose. Nommez-le, dit-il. Protégez Lucie. Et son bébé est la priorité absolue. Luc posa une main sur son épaule, sa voix ferme mais rassurante. Ne vous inquiétez pas. S'il est encore dans le coin, je lui passerai personnellement les menottes. 6 heures. Le brouillard persistait sur les bords de l'autoroute. Un pick-up argenté était arrêté au péage, juste à la sortie de la ville. À l'intérieur, un homme aux cheveux noirs, vêtu d'un épais manteau, s'apprêtait à remettre sa contravention lorsque 2 agents se sont approchés. Thomas Allen a demandé un officier. Thomas se tourna lentement, un léger sourire narquois sur les lèvres. Tu fais une erreur. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, répondit l'officier, la main déjà sur les menottes.
pour violation de la déontologie médicale, enlèvement et séquestration. Tu ne comprends pas, grommela Thomas. Je fais entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Elle s'est portée volontaire. Ce sera au tribunal d'en décider, dit froidement l'autre officier. Ils le firent pivoter. Les menottes d'acier claquèrent autour des poignets de Thomas Allen, comme Clara l'avait promis avant le lever du soleil. 7 heures, hôpital Merci, salle de réveil 212. Teresa entra avec un sourire radieux, incapable de contenir sa joie. Lucie, il a été arrêté, juste au péage. Menotté, escorté, et les médias n'en savent rien. Lucie se détendit sur le lit, des larmes coulant sur ses joues, mais un sourire se forma lentement. Vraiment? Clara la suivit et confirma doucement, vraiment. Et cette fois, il ne s'échappera pas. Les preuves ont déjà été transmises à 3 organisations internationales de défense des droits humains. Lucie se couvrit le visage avec ses 2 mains en pleurant. Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu. Clara s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as sauvé ton enfant. Tu as démantelé la machine la plus froide que j'ai jamais connue. Lucie leva les yeux, la voix brisée. Vous savez, il y a eu des moments où je pensais n'être qu'une coquille vide. Mais maintenant, je me sens comme une mère. Catherine entra, tenant le disque dur. Clara, NBC News veut diffuser une conférence de presse. Je pense qu'il est temps de dire toute la vérité, mais c'est à toi et Lucie de décider. Lucie regarda tout le monde. Je ne veux pas de célébrité. Mais si je me tais, il y en aura d'autres comme moi. D'autres bébés comme David. Je parlerai, mais de la manière la plus humaine possible. Clara hocha la tête. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous commençons non pas en tant que victimes, mais en tant que survivants. 3 jours plus tard, salle de presse, Conseil de la santé des États-Unis. La salle de presse était bondée. Des médias de tout le pays s'étaient rassemblés. Clara, Lucie, Daniel et un représentant de la division de la protection des droits de la personne se tenaient au micro. Clara commença, la voix ferme. Nous pouvons désormais confirmer qu'une naissance rare a eu lieu à l'hôpital Merci. L'enfant est né dans des circonstances exceptionnelles impliquant une intervention biologique illégale. Lucie s'avança, sa voix lente mais claire. J'ai vécu dans la peur pendant 9 mois. Mais c'est grâce à mon fils David que je n'ai pas abandonné. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. Je la raconte comme un avertissement. Aucune recherche ne vaut le prix de la dignité d'une personne. Un journaliste a levé la main. Avez-vous peur que votre enfant soit considéré comme anormal? Lucie regarda droit devant elle. David est humain. Un enfant né de l'amour et de la volonté de vivre, pas un produit dans une éprouvette. Le silence s'est installé dans la salle de presse. Puis une vague d'applaudissements a éclaté. Daniel murmura à Clara. Tu sais quoi? Je crois que David ne survivra pas seulement, il deviendra un symbole. Clara hocha doucement la tête, ses yeux brillants. Il n'y a aucun doute. Cette nuit-là, Lucie se tenait sur le toit de l'hôpital, tenant David dans ses bras. La brise était fraîche, le ciel dégagé et les lumières de la ville scintillaient comme un battement de cœur renaissant. Catherine s'approcha en souriant. Le ministère de la Santé nous a invités à participer à une nouvelle initiative de recherche éthique. Lucie, il vous souhaite comme première porte-parole. Lucie se retourna, tenant David près d'elle. Je suis d'accord. Mais je ne parlerai pas au nom de la science. Je parlerai au nom de ceux qui ont été maltraités au nom de la science. David remua doucement, sa petite main effleurant la joue de sa mère. Lucie se pencha et l'embrassa sur le front. Tu n'es pas un outil. Tu es une personne. 2 semaines après l'arrestation de Thomas Allen. L'atmosphère à l'hôpital Merci s'était apaisée, comme si la tempête n'avait jamais éclaté. Mais ses traces restaient, surtout chez Lucie. Ce matin-là, elle était assise devant un miroir dans la salle de réveil, vêtue d'un simple chemisier blanc. Ses longs cheveux étaient soigneusement attachés. David dormait dans le berceau à côté d'elle, sa petite main agrippant la couverture. Clara entra, tenant une pile de documents. « Tu es magnifique aujourd'hui, Lucie. » Lucie se retourna en souriant. « Tu dis ça pour que je sois moins nerveuse, n'est-ce pas? » « Peut-être un peu, » dit Clara, assise en face d'elle. « Mais je suis sérieuse. Tu n'es plus la fille qui courait dans la nuit. Tu n'es plus seulement une victime.
Tu es une mère qui a fait ce que personne d'autre n'osait faire. Lucie regarda son enfant un instant, puis dit. Je ne savais pas que j'étais si forte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en qui croire. Clara a ouvert le dossier. L'initiative de recherche éthique est sur le point d'être lancée à l'échelle nationale. Le ministre de la Santé vous a invité d'honneur. Et ceci, a-t-elle remis une lettre à Lucie, vient d'une organisation de défense des droits des femmes. Il souhaite publier votre histoire dans un livre. Lucie fronça légèrement les sourcils. Je ne suis pas un héros. Non, dit Clara doucement, mais tu es authentique. Et parfois, l'authenticité touche plus les cœurs que les idéaux les plus brillants. La porte s'ouvrit. Catherine entra avec un bouquet de lavande. Pour vous et le bébé. De la part du docteur Emma, dit-elle en déposant les fleurs sur la table. Oh, et elle ajouta, si Lucie accepte de partager la scène, je suis prête à me retirer pour qu'elle puisse parler en premier. Lucie rit doucement. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela arrive. Crois-le, répondit Clara, parce que tu ne cours plus. Cet après-midi le symposium public, Académie américaine de médecine. Le thème, science et éthique, quand la frontière devient floue. La salle était pleine à craquer. Experts médicaux, journalistes, étudiants et survivants de recherches contraires à l'éthique occupaient chaque siège. Une grande banderole était suspendue au-dessus de la scène. Il n'y a pas de progrès si cela coûte une vie. Lucie était assise au premier rang, tenant David dans ses bras. Toute la salle applaudissait. Elle n'était pas habituée à tant d'attention, mais le sourire de son fils lui donnait de la force. Clara a ouvert la discussion. Nous sommes ici pour discuter, mais surtout pour réfléchir. Avons-nous, dans notre soif de découverte, oublié les fondamentaux? Le consentement. La dignité. L'humanité. Emma Martin, représentante du Conseil d'éthique médicale, a poursuivi. Nous reconnaissons notre incapacité à intervenir plus tôt dans l'affaire de l'hôpital Mercy. Et nous nous engageons à ce que, désormais, toute étude impliquant des êtres humains fasse l'objet d'une surveillance transparente, avec la participation des populations concernées. Un journaliste leva la main. Lucie, pourriez-vous nous dire ce qui vous a empêché d'abandonner? Lucie baissa les yeux vers David, profondément endormi dans ses bras. Elle resta un instant à le contempler, puis releva lentement la tête. Sa voix, douce et vibrante d'émotion, fendit le silence comme une confession intime. Il fut un temps où je croyais ne rien valoir, où chaque battement de cœur résonnait en moi comme un rappel de mon impuissance. Mais chaque fois que j'entendais battre le cœur de mon bébé, je savais que si je cédais, s'il n'y avait plus de force en moi pour tenir debout, alors il ne viendrait jamais au monde. Je n'ai pas traversé cette épreuve pour la science, ni même pour un idéal de justice. Je l'ai traversé pour quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, pour la maternité. Et je crois, du fond de mon âme, qu'aucune expérience, aucun progrès, aucune avancée ne peut avoir plus de valeur qu'un enfant né du cœur. Un long silence s'installa. Un de ces silences lourds de vérité, de respect, d'émotion contenue. Puis, un frémissement parcourut la salle. Les premiers applaudissements jaillirent, timides, tremblants, puis prirent de l'ampleur, jusqu'à remplir l'espace d'une ovation infinie, debout, sincère, bouleversante. Assis juste derrière, Daniel se pencha vers Catherine et murmura. Elle vient de transformer la douleur en puissance. Catherine sourit, les yeux embués. Il n'y a personne de plus légitime pour incarner un nouveau départ. 3 mois plus tard, lancement officiel de l'initiative Human Trust. Un programme inédit de recherche biomédicale, fondé sur l'exigence absolue d'un double regard scientifique et humanitaire supervisé par un conseil d'éthique indépendant. Désormais, plus aucune expérience sur l'être humain ne pouvait être validée sans l'approbation conjointe de la rigueur médicale et de la conscience humaine. Clara fut nommée directrice médicale principale. Daniel prit la tête du département de biologie. Lucie, elle, fut invitée comme conseillère d'honneur. Mais elle ne siégeait pas dans les salles vitrées des comités exécutifs. Elle écrivait. Chaque jour, chaque rêve, chaque fois que la petite main de David serrait la sienne avec force. Elle traçait l'indicible. Elle inscrivait la mémoire vivante d'une maternité ressuscitée. Un après-midi, Catherine lui rendit visite. Elle tenait un exemplaire d'une revue scientifique internationale. Sur la couverture, une photographie, Lucie tenant David dans ses bras. Derrière eux, un mur blanc. Et sur ce mur, écrit à l'encre noire, presque tremblante.
Je ne suis pas une expérience. Je suis une mère. Tu deviens un symbole, Lucie, murmura Catherine. Lucie plia doucement le magazine, le posa sur la table devant elle. Son regard était calme, mais habité d'une résolution inébranlable. Si cela peut sauver ne serait-ce qu'une seule personne de la lame froide d'une science dénuée d'éthique, alors oui, je suis prête. Une journée d'hiver. David avait maintenant 3 mois. Il était en pleine santé. Il pleurait rarement. Il adorait passer de longs moments à contempler le monde depuis la fenêtre, fasciné par les formes et les lumières. Ses grands yeux noirs avaient conservé leur intensité, mais cette intensité s'était adoucie. Il n'y avait plus cette inquiétude fuyante, ce reflet de douleur. Il y avait à présent une douceur tranquille. Le regard d'un enfant qui a été aimé. Lucie l'emmena au parc. Clara et Daniel l'attendaient sous un olivier au feuillage argenté. Daniel, le sourire au bord des lèvres, tendit à Lucie un petit coussin brodé, tout simple, d'un bleu pâle, sur lequel on avait inscrit « David, celui qui a changé le monde ». Clara ouvrit les bras et prit le bébé contre elle, comme on reçoit un miracle. Elle le regarda longuement, avec une tendresse bouleversante. « Tu as changé toutes nos vies, petit ange. » Lucie observa ses 2 amis, puis baissa les yeux sur David. « Tu n'es pas le fruit d'une expérience, David. Tu es le premier acte de résistance. La preuve vivante que personne, jamais, n'a le droit de décider de ta vie à ta place. Et surtout pas en niant l'amour de ta mère. » Daniel rit doucement et chatouilla les petites mains du bébé. « Et tu es aussi la raison pour laquelle nous pouvons encore croire en la science, mais une science avec un cœur. » Clara hocha lentement la tête. « À partir d'aujourd'hui, toute recherche menée sur ce sol se souviendra de ton nom, David. Non pas parce que tu es différent, mais parce que tu nous as rappelé la vérité la plus essentielle, la médecine ne crée pas la vie, elle est là pour la protéger. » Ils restèrent silencieux. Un instant suspendu dans le froid cristallin du matin. Puis, dans les bras de sa mère, David sourit. Son tout premier sourire. Un sourire éclatant. Innocent. Débordant d'une lumière pure. Il ne savait pas encore. Il ne saurait peut-être jamais, qu'il avait rampé hors des ténèbres, hors de l'enfer, porté sur la douleur muette du dos de sa mère. Mais ses yeux, dans ce moment, ne connaissaient plus l'ombre. Ils brillaient au soleil d'une vie nouvelle. Ils n'étaient plus hantés. Ils étaient remplis d'espoir. Et là, dans ce parc silencieux, sans fanfare, sans caméra, sans manchette ou discours officiels, un nouveau chapitre s'ouvrit.